Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. Un sujet d'histoire et d'actualité, De Gaulle, des échecs à la gloire. Doté d'une force de caractère indomptable, l'homme était plus complexe qu'on ne le pense. Militaire d'esprit, il raisonnait en politique sur l'état du monde, mesurant les rapports de force et la versatilité des puissants. La grandeur l'animait, mais dans la méfiance des honneurs et de la vanité, avec une tentation permanente pour la solitude. C'était De Gaulle. Des échecs sans compter, des réalisations considérables et la gloire dans l'action. Pour en parler, je vous présente mes invités. Jean-Pierre Chevènement, vous êtes ancien ministre, vous êtes homme politique, écrivain. Hervé Guémard, vous êtes également homme politique, mais vous êtes spécialement qualifié pour cette émission en tant que président de la Fondation Charles de Gaulle et vous êtes également écrivain. Dominique Schnapper, vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS. Christine Claire, vous êtes journaliste politique, essayiste et je précise, vous êtes une des biographes électives du général de Gaulle. De Gaulle est mort, la France est veuve, disait Pompidou. Esprit militaire, républicain de raison, monarchiste de tradition. Un itinéraire paradoxal pour un homme qui incarna la France à la fois dans ses entrailles historiques et son redressement politique. Qu'en pensez-vous, Jean-Pierre Chevènement ? Je pense qu'au-delà des qualificatifs que nous pouvons attribuer à De Gaulle, il y a les circonstances qui l'ont fait. Le caractère, il l'avait. Mais les circonstances, elles se sont trouvées en juin 1940. Et c'est la fureur sacrée qui animait De Gaulle, qui, à mon avis, serait le fil directeur pour comprendre cet itinéraire à tous égards exceptionnel. Fureur sacrée devant une défaite sans précédent et dont on pouvait se poser la question, et dont on peut toujours se poser la question, si la France pouvait se relever, si elle s'en est relevée. Fureur sacrée, vous parlez de son caractère, de ce qui l'anime. Je parle de la défaite de la France, je parle de l'effondrement de ses armées, de l'occupation du sol de la patrie, de l'armée allemande défilant à Paris. Pour vous, c'est l'homme qui dit non. C'est l'homme qui dit non, qui ne peut pas supporter ce spectacle si contraire à l'idée qu'il se fait de la France. Donc, il se jette à Londres pour continuer le combat. Et je dirais que cet acte initial, qui pouvait paraître sacrificiel, enfin presque dépourvu de sens, alors que tout partait en quenouille, eh bien cet acte a permis peu à peu de constituer la résistance, la France libre, la résistance. On va en parler dans le détail. Une élite héroïque autour de laquelle le peuple français a fini par se rassembler. Votre avis, Hervé Guémard ? C'est un homme qui, pendant 50 ans, s'est préparé à ce qu'il allait devenir, sans savoir si cela allait advenir, puisque c'est évidemment le désastre de 1940 qui est le révélateur de cette personnalité hors du commun, et il entre dans l'histoire à 50 ans, donc à l'âge d'homme, qui a déjà mûri sa réflexion, qui sait d'où il vient. Vous disiez tout à l'heure monarchiste, c'est son père qui était monarchiste de regret, disait-il, mais lui a toujours assumé la totalité de l'histoire de France, et il anticipe d'ailleurs ce que Marc Bloch écrira quand il dit il y a deux catégories de Français qui ne comprennent rien à la France, c'est ceux qui ne vibrent pas au sacre de Reims et ceux qui ne vibrent pas à la fête de la Fédération. Donc je pense que De Gaulle est cette synthèse qui se révèle dans l'événement. Mais est-ce que vous voulez dire qu'il s'attendait à ce que ce gouvernement de l'époque fasse les bêtises, aille vers la défaite, etc. Je pense qu'il est très tôt lucide. Et quand on lit sa correspondance et certains de ses écrits, par exemple, je ne sais plus dans lequel de ses écrits d'avant-guerre, il parle de cette France des années 30 où il dit la France énervée de démocratie
et encombré de vieillards. Autre exemple, il écrit à sa mère après les accords de Munich, où il dit exactement ce qui va se passer. Il dit nous trahissons un pays que nous avons contribué à constituer après la Première Guerre mondiale, nous ne respectons pas nos alliances, tandis qu'à Paris, la presse stipendiée par Rome et Berlin anesthésie le pays. Donc je pense qu'il est d'une très grande lucidité, mais il n'imaginait pas, il se préparait, mais sans imaginer qu'il jouerait ce rôle, je pense. À votre avis, Christine Claire, il a forgé ce jugement, cette fureur sacrée, par opposition à la France des années 30, à cette montée de l'extrême droite qui était ce qu'elle était. Je crois qu'il a forgé dès son enfance. Je ne sais pas s'il avait lu la débâcle de Zola, mais j'imagine qu'il avait lu. Mais il savait que la France devait se préparer à la guerre, à l'affrontement, et il jugeait la faiblesse de notre armée, de notre gouvernement. Il avait un regard extrêmement lucide. Et dès l'âge de 12 ans, il avait écrit déjà le récit d'une bataille contre les Allemands. Mais plus tard, il a été obsédé par l'équipement en chars de l'armée française. Avant tout le monde, il a vu aussi, il a parfaitement jugé le personnel politique. Et il a fait un peu sa cour à Paul Reynaud parce qu'il pensait par lui arriver un peu à redresser la situation. Et à Léon Blum. Et à Léon Blum. Mais tout ça part de très loin chez lui. Alors, il y a à la fois l'homme qui prévoit, qui organise, qui sait ce qu'il faut faire. Et puis pour moi, avant tout, De Gaulle, c'est un grand artiste. C'est-à-dire celui qui sent et qui pressent. Il a 15 ou 20 ans d'avance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut même pas savoir ce qu'il dirait ou ce qu'il penserait. Mais en tout cas, sur le plan militaire, il a évidemment 15 ans d'avance. Et sur le plan de la civilisation, du gouvernement, il a beaucoup d'avance. Et je pense que, moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes de son entourage, nièces, et en particulier Geneviève de Gaulle, que j'ai rencontrée 4 fois très longuement, et qui m'ont fait sentir le côté artiste de Gaulle et sa sensibilité. Elle me décrivait la longue larme, ou la larme qui coulait le long de son long nez quand elle lui racontait évidemment les camps de concentration, le traitement des Juifs et des autres d'ailleurs. Et sans cette sensibilité d'artiste, je crois qu'il n'aurait pas eu cette vision, comme Churchill d'ailleurs, Oui, mais alors, 15 ou 20 ans d'avance. Sur ce point, Dominique Schnapper, est-ce que De Gaulle était complètement réfractaire aux idées maurassiennes, barésiennes, etc., de tout ce qui était cette France des années 30? De Gaulle n'était pas le seul au cours des années 30 à être consterné par l'état de délitement de la démocratie française et des démocraties en général. Et par l'attitude, il faut se souvenir de l'attitude des Anglais à la même époque. Les Anglais voyaient dans la France le pays menaçant l'Angleterre beaucoup plus que l'Allemagne. Donc il a eu évidemment l'intelligence de comprendre d'où étaient les vrais problèmes et où la société démocratique s'affaiblissait et n'avait plus les moyens de se défendre contre ses ennemis. Mais je suis, comme Jean-Pierre Chevènement, sensible au fait que s'il n'y avait pas eu 1940, il était colonel seulement au début de la guerre. Hein. Il a été promu au cours de la guerre. Il aurait été un colonel intelligent, comme je suis sûr qu'il y en a dans différents coins, et dont le rôle aurait été connu des spécialistes de la pensée militaire. Et il y a un autre point qui m'a toujours frappé, c'est le décalage entre le sens politique et symbolique de l'appel du 18 juin et la réalité concrète de ce qu'a été cet appel, parce que jusqu'à 4 heures de l'après-midi, on ne savait pas s'il aurait le droit de parler à la BBC, et le cabinet était en majorité contre. Enfin, il y a eu là une espèce de moment tout à fait étonnant, et le décalage entre la réalité concrète qu'a été l'appel dans sa forme concrète et le sens qu'il a pris est tout aussi frappant que le décalage entre le passage d'un colonel intelligent qui écrit des livres intelligents qu'on ne lit pas ou qui n'a pas d'influence, et ensuite la prémotion. Alors sur Maurras,
Je n'ai pas d'informations, je n'ai pas fait de biographie, je n'ai pas, comme vous, je n'ai pas rencontré... Non, je voulais simplement dire qu'il était étranger à toutes ces idées-là, voilà. Je pense qu'il est né dans la bourgeoisie catholique de province, qui était spontanément plutôt antisémite et maurassienne. On a les témoignages de Mauriac, de Cordier sur Bordeaux. Enfin, je pense qu'il a baigné dans ce milieu. Il était d'une intelligence suffisante pour savoir s'en affranchir, prendre ses distances. On a beaucoup raconté que la France libre à Londres n'était pas exempte d'un certain antisémitisme. Mais son père n'était pas maurassien. Son père du était tout. Dreyfusard. Hein. Son père était Dreyfusard. Ah oui, il est né dans une famille Dreyfusard. Mais c'était plutôt une exception dans le milieu. Oui, mais il est né avec un père professeur d'histoire, Dreyfusard, et son mentor a été le colonel Meyer, qui était un non-conformiste au sein de l'establishment. Et il vient d'un milieu dans lequel... et à propos de l'affaire Dreyfus, il a parlé de la bêtise des militaires. Alors, venons-en à l'aspect politique du général de Gaulle. L'homme est connu, l'homme du 18 juin 40. Il proposait dès le départ de se tenir au-dessus des partis, qu'il qualifiait de politiciens. Au sortir de la guerre, il crée le RPF en 46. 47. Malgré une assourdissante renommée, ça ne marche pas. Pourquoi, Hervé Guémard ? D'abord, il faut revenir un peu en arrière et la constitution du Conseil national de la résistance, puisqu'il y a eu un débat au sein de la résistance, est-ce que les partis politiques doivent être représentés ou pas? Et vous aviez beaucoup la plupart des leaders de la résistance intérieure étaient contre la présence des représentants des partis politiques d'avant-guerre au Conseil national de la résistance. Et finalement, De Gaulle, qui a été beaucoup encouragé à cet effet par Pierre Brossolette, a fait que les partis politiques d'avant-guerre, Parti radical, le Parti socialiste SFIO, les indépendants, les démocrates chrétiens et les communistes soient au Conseil national de la résistance et qu'ils soient ensuite à l'Assemblée constitutive d'Alger. Donc il a essayé difficilement, mais il y est arrivé, et c'est ce qui lui a donné cette légitimité face à Roosevelt, qui a reconnu très tardivement le gouvernement provisoire, seulement en octobre 1944, de représenter l'ensemble du spectre français. Alors après, évidemment, il y a le départ de 1946, qui est un sujet qui mériterait une émission à soi seul, mais je pense que profondément, De Gaulle voulait exercer le pouvoir pour faire quelque chose, mais n'était pas intéressé par occuper le pouvoir. Bon, et il se rend compte à la fin de 1945, il y a d'ailleurs un témoignage très intéressant de Jules Mock, qui est son ministre à l'époque, à qui il confie une semaine avant sa démission, pour qu'il le dise à Léon Blum, en primeur, qu'il démissionnerait le 20 janvier 1946. Ensuite, il se lance, comme vous l'avez dit, dans le RPF, qui est d'abord un succès, puisque le RPF fait 40% des élections municipales de 1947. Et le soufflet tombe très vite. Qui ensuite est un échec, d'abord parce qu'il y a un tassement électoral, et puis il y a une loi formidablement astucieuse pour les législatives de 1951, qui s'appelle la loi sur les apparentements, qui est fait en gros pour mettre hors jeu le Parti communiste et hors jeu surtout le RPF. Et donc il en prend acte, et très honnêtement, il n'était pas lui-même dans le rôle du chef de parti, mais de l'époque du RPF, il reste, je trouve, d'ailleurs Raymond Aron était au début de l'aventure du RPF, il reste, je trouve, quelques grands discours qui sont très importants pour la matrice de la pensée gaulienne, notamment son discours du 1er mai 1950 au parc de Bagatelle sur la participation formidable. Le RPF, c'est un échec. Vous êtes d'accord là-dessus, Jean-Pierre Chevènement? C'est un épisode qui n'est pas le plus glorieux, mais De Gaulle aspirait à rassembler les Français, et par-dessus la droite et la gauche. Et il y est parvenu dans certaines circonstances, mais dans certaines circonstances seulement, à la faveur d'une crise nationale, l'occupation, la libération, ou bien devant les guerres de décolonisation, l'Algérie. On va en parler dans le détail. Il rassemble à certains moments, mais il y a une contradiction entre cette volonté unanimiste et d'autre part le jeu d'élection.
qui fait que naturellement, on ne peut pas rassembler tout le monde dans une élection. Et je dirais que De Gaulle puise aussi cette aspiration au rassemblement dans l'idée qu'il se fait de la France, qui est la France de 1789. Il le dit dans son fameux discours à l'Albert Hall en 1941, liberté, égalité, fraternité. Mais pour lui, bien évidemment, la France a existé avant 1789. Si elle n'avait pas été une nation déjà constituée, elle n'aurait pas pu devenir la terre des droits de l'homme et la République. Tout cela est un continuum que très peu de gens comprennent vraiment, même aujourd'hui. C'est que la France, effectivement, c'est 1000 ans d'histoire. Tout à fait. Mais sur le RPF, Christine. Je voudrais juste revenir sur son départ en 1946. Oui. Parce que c'est quand même le libérateur, il est acclamé. Évidemment, les conditions sont extrêmement difficiles. Mais pourquoi part-il? Il me semble qu'il part surtout parce qu'il est écœuré par le vote de l'Assemblée nationale qui refuse d'augmenter les crédits militaires comme il le voudrait. Je parle sous le contrôle du président de la Fondation. Alors, après cette guerre qui avait démontré à quel point la France était mais complètement en retard, hein, n'avait pratiquement pas équipé de chars alors que l'Allemagne en avait des centaines, il demande qu'on augmente le budget, qu'on rééquipe la France, et l'Assemblée le lui refuse. Oui, mais Christine Claire, il a une renommée assourdissante, mais on le suit pas. Comme ça sur un caprice. Il n'est pas suivi malgré sa renommée. Pardon ? Il n'est pas suivi malgré cette renommée. Non, il a espéré, à ce moment-là, je crois vraiment qu'il a espéré être appelé. Comme souvent d'ailleurs, c'est un joueur aussi parfois. Alors on va continuer, en espérant être appelé, on va continuer un peu sur ses échecs avant et en 1946, il n'avait pas de parti, il n'avait pas de député. Enfin, quelques députés de l'Union gaulliste avaient constitué René Capitan à l'époque, mais il n'y avait pas de groupe gaulliste à l'Assemblée. Donc c'est peut-être pour cette raison aussi qu'il a créé le RPF un an après, en disant il me faut une force de manœuvre, parce que je n'avais aucune force de manœuvre. Il ne se voyait qu'en rassembleur de l'ensemble de la nation, et il n'était pas prêt à ce moment-là, en tout cas, à jouer le jeu des partis politiques, la confrontation des idées. Tout à fait. Jean-Pierre Chevènement, comparaison n'est pas raison, et nous ne sommes pas dans le même contexte. Mais il y a un homme politique qui est actuellement à l'Élysée, qui lui est arrivé au pouvoir sans parti politique. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver comme ça au pouvoir sans parti politique? Oui, De Gaulle y est arrivé, si je puis dire, en 1940, puisqu'il a affirmé qu'il était le pouvoir légitime, chose contestée il y avait le 18 juin 40. Mais il y avait un combat, le combat de la libération, le combat que la France continuait. Et autour de cette idée, De Gaulle a fédéré des gens extrêmement divers, dès le départ, qui allaient, on peut le dire, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et c'est à partir de cela qu'il a pu créer non pas un parti, mais un mouvement dont il pensait qu'il embrasserait toutes les catégories. Donc on débouche sur le Conseil national de la Résistance. N'oubliez jamais que c'est Jean Moulin, qui était le chef de cabinet de Pierre Cotte, député radical progressiste, très à gauche, qui va lui apporter le soutien des partis, qui fera pencher la balance dans son sens face à Giraud. Les Américains sont impressionnés par le fait que le CNR, avec tous les partis, se prononce pour De Gaulle. Donc, outre ses qualités éclatantes sur le plan personnel, De Gaulle a service inestimable que lui a rendu Jean Moulin, le soutien des anciens partis, en même temps que des mouvements de résistance. Donc, De Gaulle, on ne peut pas le réduire à la droite ou à la gauche. C'est quelque chose d'exceptionnel dans notre histoire, parce que la France aurait pu disparaître, et puis je dirais qu'elle se remet difficilement de cet épisode. De Gaulle, il faut s'en rappeler, voulait que la France continue comme grande puissance. Donc il a voulu la restaurer. Est-ce qu'il y est parvenu? Christine Claire, je voudrais faire un saut de 2 décennies et aborder mai 68. Le général de Gaulle dira lui-même avoir mis à côté de la plaque. Il se ressaisira très vite après un voyage mémorable à Baden, mais en 69, il devra partir à propos de cette réforme territoriale du Sénat. Qu'il a provoqué. Qu'il a provoqué. Comment vous expliquez un peu cet échec-là, échec politique voulu, assumé D'abord, pour lui, être venu, avoir redressé la France sur le plan de l'économie. La France, il ne faut pas oublier qu'il y avait moins de 400 000 chômeurs,
qui avait 5,5 de taux de croissance par an. Enfin, bon. Donc il a le sentiment quand même d'avoir rebâti un pays. Et puis tout à coup, cette jeunesse qui apportait tellement pour lui. Puis il s'adressait toujours à la jeunesse, il parlait toujours de la jeunesse, c'était l'avenir du pays. Cette jeunesse, le traite de vieillard n'en a rien à faire. De Gaulle à l'asile, De Gaulle à l'hospice. Il a l'impression d'une rupture avec le pays. Et puis, il part à Baden, il organise les élections législatives, il voulait faire un référendum, mais Pompidou l'a décidé. Et puis c'est une vague gaulliste, c'est formidable. Il y a eu auparavant la manifestation du 30 mai, c'était formidable. On pourrait se dire, il est rassuré, il est content. Mais non, ça ne lui suffit pas. D'abord parce que le référendum a toujours été son outil préféré, si je peux dire, de communication directe avec le peuple. Ensuite, parce qu'il a vraiment le sentiment que cette victoire, c'est peut-être aussi celle de Pompidou. Une partie de son électorat, l'électorat de droite, finalement s'est dit, tiens, voilà, il y a un héritier qui est solide, qui est bien. Si De Gaulle s'en va, après tout, on a Pompidou. Donc, mais De Gaulle a besoin d'avoir une réponse, un oui d'amour de la France. Il a besoin de ce référendum. Et puis vraiment, il y a beaucoup réfléchi, il y croit à la régionalisation. On en a parlé il y a quelques minutes. C'est un thème qu'il aborde depuis 40 ans. C'est un thème qui lui est cher. Donc, il va lancer ce référendum. Tout le monde lui dit, faut pas y aller. La situation économique n'est pas bonne. Le gouvernement Couve de Murville n'est pas populaire. La situation n'est pas bonne. Et néanmoins, il va y aller après s'être dit, est-ce que vraiment c'est raisonnable? Est-ce que je dois y aller? Ouais. Alors, à ce bon, moment-là, là, vous expliquez, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Dominique Schnapper, sur un autre point. Un homme non, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Christine Claire sur ce point. Je crois que c'est important. C'était un homme qui avait 80 ans. Oui. Et dans une société qui avait 77, oui. Oui, enfin c'était. Oui. Bon, nous savons tous que Oui. 90, en 68, Oui. enfin bon. Il se trouvait devant une société qui ne comprenait plus ou qui ne maîtrisait plus telle qu'elle s'était exprimée en 68. Et je crois qu'il a senti de façon profonde ce décalage entre sa conception de la France et la réalité de la société française telle qu'elle venait de se manifester. Et sentant ce décalage, il a utilisé le moyen par lequel il se légitime, c'est-à-dire le référendum. Je pense qu'il savait qu'il avait une bonne chance de le perdre. Enfin, tout le monde le savait. Qui se souvient encore que le référendum, et sur la régionalisation, c'était un référendum pour ou contre De Gaulle-Pompidou. On a oublié l'objet du référendum lui-même. Et je crois qu'il a senti le décalage qu'il y avait entre ce qu'il concevait comme la France et le rapport qu'il avait avec la France plutôt qu'avec les Français et l'évolution d'une société qu'il ne maîtrisait plus. Comment vous voyez ça, Hervé Guémard? Je pense que Charles de Gaulle a toujours eu la hantise de l'âge. D'ailleurs, quand... Vous voulez dire qu'il était angoissé par la mort? Oui, non, par le fait que le vieillissement altère les capacités. Il y a un témoignage très bouleversant de Konrad Adenauer dans ses mémoires, où il explique que quand De Gaulle le reçoit à Colombey en septembre 58, De Gaulle lui dit « Écoutez, j'arrive au pouvoir 10 ans trop tard, il y a une œuvre immense à faire et je ne suis pas sûr d'avoir la capacité de les faire. » Et Adenauer le rassure, il dit « Écoutez, moi j'étais plus vieux que vous en 45 à la chute du nazisme et l'œuvre à faire m'a transfusé cette jouvence pour agir. » Et je trouve que ce dialogue entre ces deux hommes d'État est très bouleversant. En 68, comme vous l'avez dit, il met à côté de la plaque et il s'en rend compte, y compris en parlant avec ses petits-enfants. On a des témoignages sur ce sujet. Il n'est pas dupe du succès gaulliste aux élections de 68, puisqu'il dira que c'est les élections de la trouille. Donc, évidemment, que la droite, entre guillemets, possédante, a eu la trouille et a voté gaulliste, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ce qui est très intéressant, c'est d'analyser la période mai 68, avril 69, parce que cette période est jalonnée de réflexions incroyables. Il y a le fameux discours de Malraux sur la crise de civilisation, je veux dire qu'il faut relire aujourd'hui parce qu'il est assez prophétique. Il faut écouter sur le site de l'INA les 4 ou 5 minutes de vœux aux Français le 31 décembre 68, où
dans la première partie, il parle des conséquences économiques de mai 68, d'évaluation, pas d'évaluation, relance de la machine économique. Il dit mais ça c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est quel est le sens de la vie, quel est le sens de cette société. Et là, il pointe, comme il l'a fait depuis le RPF, ce qu'on pourrait appeler l'incomplétude du capitalisme. Et je crois que son projet de 69, c'est à la fois la participation et la régionalisation. Et évidemment, il a son âge. Moi, je voudrais, avec vous, Jean-Pierre Chevènement, aborder 2 points précis sur l'Europe. Il a échoué avec le plan Fouché. Est-ce que vous pensez que vous avez les mêmes idées que lui et les mêmes réserves qu'il avait vis-à-vis de l'Europe? Et le deuxième point, l'homme de gauche que vous êtes et que vous restez, à votre avis, pourquoi De Gaulle n'est pas arrivé à ramener avec lui de grandes figures de la gauche comme Blum, Mendes France, voire Mitterrand? Mais Alors, sur l'Europe, De Gaulle les croyait à la nation, parce que la nation impliquait un sentiment d'appartenance qui fondait la démocratie. Donc il croyait que l'Europe devait être l'Europe des nations, le prolongement des nations, que chaque nation devait pouvoir se reconnaître dans une Europe d'essence plutôt confédérale. Alors disons que les choses depuis ont cheminé. On ne sait pas très bien dans quel sens d'ailleurs, parce que elle n'est pas plus fédérale et elle n'est pas non plus confédérale. Elle est quelque chose entre les deux. Et je pense que le problème de Gaulle, c'est qu'il voulait permettre à la France de survivre à l'immense catastrophe qu'avait été 1940. Et il voyait sa survie dans une Europe européenne. Et cette idée-là me paraît toujours juste. Une Europe de l'Atlantique à la Russie. C'était sa conception. Et je crois qu'elle est toujours juste parce que entre la Chine et les États-Unis, quelle place y a-t-il pour un tiers acteur si on ne rassemble pas tous les peuples européens avec leurs différences, mais si on ne fait pas en sorte que ce tiers acteur puisse s'affirmer. Donc on a compris que vous partagez son idée de l'Europe. Et sur le fait qu'il n'ait pas rallié avec lui de grandes figures de la gauche, comment vous expliquez ça? Jean Moulin est quand même... Oui, mais Jean Moulin n'était pas un politique. Alors, à l'époque, il était bon. C'est vrai, André Philippe, on pourrait citer quelques exemples, j'ai bien connu Georges Gors, mais les grandes figures, non. Alors je pense que pour quiconque a une expérience politique, il faut savoir que le sectarisme, ou en tout cas l'allégeance partisane, est quelque chose d'extrêmement puissant, que les gens qui l'ont partagé ont beaucoup de peine à briser. Donc vous parlez également des vôtres, en parlant d'allégeance partisane. C'est très difficile de dépasser cette appartenance qui est aussi une appartenance affective et sensible, parce qu'on appartient à un parti, mais on appartient aussi à des valeurs qu'on croit réservées à ce parti, souvent de manière très abusive. Disons que, pour ma part, j'ai quand même toujours compris dans De Gaulle ce qu'il voulait dire. C'était un grand intellectuel, c'était un stratège, et pour moi qui étais plutôt madésiste de ma jeunesse, j'ai compris que pour donner l'indépendance à l'Algérie et éviter à la France une guerre civile, il n'y avait que De Gaulle. On pourrait aborder, si vous le voulez bien, avec vous, Hervé Guémard, la question de l'économie et l'idée de De Gaulle de la participation. Elle revient périodiquement. Est-ce que vous pensez que c'est une idée actuelle ou ça n'est pas anachronique par rapport à un capitalisme triomphant et une mondialisation exubérante? Non, je pense que dans ce que représente le projet de la participation, il y a cette intuition qui est d'abord une intuition et ensuite une affirmation qu'il faut que chacun trouve dans la société sa place et sa dignité. Et ça, c'est son discours de bagatelle du 1er mai 1950, puisqu'il dit « Ah, les pays libres peuvent bien se ruiner en armement et en propagande. La révolution couvra toujours tant que l'homme n'aura pas trouvé dans sa société sa place et sa dignité. » Donc je pense que c'est une intuition très profonde. Un certain nombre de dispositions ont été mises en place dans les années 60, notamment à la suite de l'amendement Vallon,
à partir de 67. Mais il est vrai que ce projet est resté incomplet. Incomplet. Je voudrais préciser deux choses s'agissant de l'économie. Parce que la participation, c'est pas que de l'économie. Oui, mais sur le point de la participation. Voilà, mais je voudrais préciser deux choses. Premièrement, parce que certains voudraient nous faire croire aujourd'hui, De Gaulle n'était pas un laxiste économique, budgétaire et monétaire. Puisque en 58, quand il revient aux responsabilités, il met en œuvre un plan de redressement économique et financier. Donc, faire de Gaulle quelqu'un qui ignorerait les réalités budgétaires, c'est travestir sa pensée économique. Deuxième remarque, comme l'a dit très bien Jean-Pierre Chevènement, De Gaulle était pour une Europe des nations, mais il était pour l'Europe, puisque s'il n'avait pas pris ces décisions en décembre 58 et janvier 59, jamais le marché commun n'aurait été créé, puisque en France, personne n'en voulait dans les élites, et tout le monde s'attendait, De Gaulle revenant au pouvoir, que cette date fatidique du 1er janvier 59 ne serait pas respectée. Donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer sa pensée. Ça a été un grand Européen des nations à sa manière, et ça a été aussi quelqu'un qui était soucieux de la bonne gestion de l'économie, parce que tout simplement, une bonne gestion de l'économie est un des piliers de la souveraineté. Vous défendez son bilan économique, mais la participation n'a pas eu de suivi. Demandez aux salariés aujourd'hui ce qu'ils touchent en termes de réserve spéciale de participation, c'est pas négligeable. Moi, j'ai plusieurs usines dans mon département où les salariés touchent plusieurs milliers d'euros chaque année au titre de la participation. Donc il ne faut pas négliger ce qui existe déjà. Il faut voir aussi que Pompidou n'était pas d'accord du tout. Donc il y avait toute une partie de son propre électorat qui n'en voulait pas de la participation. Tout à fait. Il me semble qu'elle n'a pas atteint ses objectifs sociaux, mais aujourd'hui, avec le recul, elle peut créer, c'est pour ça qu'elle a encore un avenir, elle peut créer un lien entre l'entreprise et le territoire par rapport au danger des délocalisations. On aurait peut-être pu le prévenir avec une participation plus dynamique. On va faire un saut à la politique étrangère. Pardonnez-moi de rappeler que votre père Raymond Aron a joué un rôle important comme essayiste politique, comme penseur notamment de la droite française, sur la politique étrangère de la France. Souvent, il y a eu des critiques qui ont été émises par Raymond Aron. Elles vous paraissent justifiées? Je sais que c'est cornélien de vous poser cette question-là, Dominique Schnapper. Je ne parle jamais des positions de mon père. Je trouve que c'est pas à moi d'en parler. Mais je parle de votre père en tant que personnalité, si vous voulez, intellectuelle. Laissons le jugement de mon père sur ces questions. Vous interrogerez les spécialistes. Ce que on voit rétrospectivement, c'est que dans les grands moments, il a été tout à fait solidaire du monde libre, ce qu'on appelait le monde libre à l'époque, et qui avait un sens. Et puis, il a joué les marges de façon à se donner une marge d'action vis-à-vis du monde communiste. Ce qui, sans doute, à condition de ne pas aller trop loin, était de l'intérêt de la France. Ce qu'on peut mettre tout à fait à son actif, alors sans réserve, c'est d'avoir finalement réussi à donner l'indépendance à l'Algérie. Or, c'est vrai que la 4e République, que moi je défends, car je trouve que ce n'est pas seulement les 30 Glorieuses n'ont pas commencé à l'arrivée du général de Gaulle en 58, et que la 4e République est tout à fait défendable à peu près sur tous les plans, sauf qu'elle n'avait évidemment pas le poids politique suffisant pour arriver à expliquer aux Français que donner l'indépendance à l'Algérie était bon pour la nation française. Et il a fallu le talent de Gaulle et son sens de l'histoire et de l'épopée et du mythe pour arriver à faire accepter à la France l'indépendance de l'Algérie comme une victoire française, ce qui en gros est quand même une réussite admirable, étant donné ce qu'était à ce moment-là. Alors là, je trouve qu'il faut le mettre à son crédit, parce qu'il est arrivé finalement rapidement. Sur la politique étrangère, Christine Claire, est-ce que par rapport aux États-Unis, est-ce que De Gaulle a trouvé le tempo juste ou il a toujours eu une méfiance vis-à-vis des États-Unis? Il a constamment pris ses distances. Le fameux discours de Phnom Penh.
je crois qu'il rêvait d'une troisième force. Enfin, le monde se partageait entre États-Unis et Union soviétique et il voulait créer un troisième pôle. Est-ce qu'il n'y avait pas un voyages en Amérique latine, à Christine Claire, il n'y avait pas un ressentiment de De Gaulle par rapport aux États-Unis parce que les États-Unis n'ont pas laissé allait au-delà de ses ressentiments. incarner une place à l'époque de la Résistance. Quand il reçoit les Kennedy à Versailles, et c'est magnifique. Bon, il allait au-delà de ses ressentiments. Mais il y avait surtout une vision du monde et une vision de la place de la France qui ne devait pas être complètement coincée dans cet affrontement Amérique-Union soviétique. Donc je crois qu'il rêvait de cette troisième force et il voyageait beaucoup pour en parler, que ce soit au Mexique, que ce soit à Phnom Penh, que ce soit dans d'autres pays d'Amérique latine, d'Asie. Alors nous allons clore le chapitre des échecs pour parler cette fois des réussites et vous aurez l'occasion de poursuivre. Alors, dans l'inconscient des Français, Jean-Pierre Chevènement, De Gaulle occupe une place à part, incontestablement. Il est là. On ne sait pas à qui on peut le comparer, Napoléon, Louis XIV, Jeanne d'Arc. Pour vous, quel est le fait essentiel? Le 18 juin 1940 et la Résistance, les institutions de la Ve République, le redressement moral après Vichy ou le rayonnement international de la France? Qu'est-ce que vous choisissez dans ce que je vous propose? Écoutez, il y a un fait essentiel, c'est que il a sauvé l'honneur de la France en continuant le combat le 18 juin 1940, parce qu'il avait une vue mondiale des choses, c'était un stratège, et le 22 juin, il fait un discours où il dit « Que resterait-il de la France si les démocraties continuant le combat contre les forces de la servitude, la France, elle, ne le continuait pas ». Donc il a aussi une vision des forces de la liberté, et les États-Unis auxquels il fait allusion sont dans le camp de la liberté, et puis il y a le camp de la servitude. Donc il comprend ça d'emblée, tout de suite. Et pour revenir en deux mots sur les États-Unis, ce que De Gaulle savait très bien, c'est que nous ne pouvions pas compter sur la garantie américaine. Les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Versailles. Ils ont signé une paix séparée avec l'Allemagne. Ils ne sont pas entrés à la SDN. Ils n'ont pas honoré les promesses que Wilson avait faites à Clemenceau pour l'amener à accepter les clauses de l'armistice. Donc, quand on parle de toutes ces choses, il faut quand même savoir que nous ne pouvons pas compter en toutes circonstances sur les États-Unis, comme le croient les Français. On vous a entendu là-dessus. Le principal fait d'armes de De Gaulle pour vous, ce qui le place au-dessus, c'est un grand mot, mais disons à part dans la galaxie politique de la France. Je pense que grâce à son action, en 1944-1945, la France n'a pas été un pays libéré, ça a été un pays vainqueur et qui dispose d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui n'est pas rien. Donc il y a la séquence jusqu'à août 1944, la libération de Paris, et ensuite il y a cette période très importante qui va d'août 1944 à mai 1945, où la Furia Francese en Italie, la résistance intérieure, la campagne d'Allemagne. Donc c'est le sauveur de la France. Moi je pense que si la France est restée la France, c'est grâce à lui et à ce qu'il a su agréger autour de lui. Dominique Schnapper, sur ce point précis, le fait d'armes qui fait de De Gaulle un homme exceptionnel? Le fait précis, c'est qu'après la défaite incroyable de 1940, avoir réussi à transfigurer cette défaite 5 ans après comme étant faisant de la France l'un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ça tient du génie, de la prestidigitation, de la force du verbe, de la force du politique en tant que tel. Ça ne change pas tout de même la position de la France dans le monde. Alors vous, Christine Claire, qui vous êtes penchée sur le personnage à la fois intime et politique, quel était le rapport de De Gaulle à la gloire? Dès l'âge de 12 ans, il se voyait
glorieux général. Donc c'était et toute sa famille, ses frères, savaient qu'il était appelé à occuper un poste de premier plan. Je crois, il s'y préparait. C'est pour ça le 18 juin, ça n'éclate pas comme ça. C'est préparé par une longue réflexion depuis des années et une réflexion d'insoumis, on peut dire, parce que sa correspondance avec Pétain, par exemple, quand Pétain avait voulu lui faire écrire un livre et puis après voulait le signer, il écrit des lettres d'une insolence pour un jeune officier. C'est incroyable. Donc c'était déjà un insoumis, on pourrait dire, et il se préparait à ce destin. Alors, évidemment, ça aurait pu ne pas avoir lieu. Il se préparait à un destin glorieux. Oui, certainement. De sauveur de la France, il s'était imaginé ça dès l'enfance, et tout le monde lui reconnaissait cette espèce de ce prestige, cette réflexion aussi, cette vision à très long terme. Je pense qu'il n'y avait pas eu cette occasion-là, il y en aurait eu d'autres par la suite. Ça paraît impensable qu'un homme comme ça aurait pu rester complètement ni dans Churchill l'ombre. ni De Gaulle n'auraient eu la position qu'ils ont eue sans la guerre. Mais c'était des hommes d'éclat. Ils auraient fait un éclat à un moment donné. Oui, sur la question de la gloire, Jean-Pierre Chevènement. Alors permettez-moi de vous dire que je pense que De Gaulle n'était pas mu par la recherche de la gloire. Il était mu par le sentiment du devoir. Et la gloire, l'un peut aller avec l'autre. De Gaulle a beaucoup souffert. C'était très difficile pour lui d'accomplir un acte comme l'acte du 18 juin. Parce qu'il faut d'abord quitter la France. Il va être condamné à mort. C'est pas ça qui le gêne beaucoup de la part de gens qu'il méprise profondément et auxquels il dénie toute légitimité. On cite souvent Marc Bloch. Marc Bloch parle des nouveaux Bazaine en parlant de Pétain et de Végan, les nouveaux Bazaine, c'est-à-dire des traîtres. Donc De Gaulle, il se considère comme légitime. Mais quelle n'est pas sa souffrance? Par exemple, au soir de Dakar, quand il échoue à libérer l'Afrique occidentale française. Que de difficultés. Et vous vous souvenez de cette dédicace qu'il met sur un livre dédicacé, dédié à l'ambassadeur de France en Irlande, hein, celui qui a beaucoup souffert, a appris beaucoup de choses. Il le dit en vieux français. Hein. Ahon, la peine, il a souffert, De Gaulle. Il mérite pour cela notre reconnaissance. Oui, mais au-delà, on sait que ça n'exclut pas cette reconnaissance est partagée. Mais alors, il y a un point que vous partagez avec De Gaulle, vous, Jean-Pierre Chevènement, c'est la question de l'autorité. De Gaulle parlait d'un fluide, un fluide d'autorité. Aujourd'hui, ce fluide d'autorité, c'est devenu très impopulaire avec la démocratie participative. En somme, aujourd'hui, De Gaulle serait un héros anachronique, comme vous avez quitté les gouvernements et c'est pas facile d'exprimer ce fluide d'autorité. Qu'est-ce que vous en pensez? L'autorité, De Gaulle en parle très bien dans Le fil de l'épée. Hein. Le prestige ne va pas sans éloignement. L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. Mais d'où vient cet éloignement? C'est la conscience que les citoyens peuvent avoir qu'il est porteur d'un projet plus grand que lui-même et plus grand que tous, qui est le projet de la France. Et c'est ce patriotisme que malheureusement, je crains que De Gaulle n'ait pas réussi pas à sur léguer l'autorité aux générations suivantes. Alors l'autorité, elle vient de ce que il y a quand même un cachet d'authenticité profonde dans tout ce qu'entreprend le général De Gaulle. Il le fait pour la France et les Français le comprennent. Enfin, beaucoup le comprennent. Vous comprenez ce fluide d'autorité que De Gaulle incarnait et qui aujourd'hui n'est pas populaire dans nos démocraties? Je pense qu'on n'est plus du tout dans les mêmes époques. Oui, mais La société n'est plus du tout la même. Et je pense que l'autorité naturelle qu'il incarnait trouve beaucoup moins à s'exercer dans la société d'aujourd'hui. Quand il était là, la parole était rare. Imaginez qu'en mai 68, pour renverser la table par son fameux discours, il décide de ne pas aller à la télévision. Donc il ne va pas sur BFM TV. Il fait non mais oui, c'est aussi parce qu'il était très fatigué. Oui, bien sûr, mais c'est uniquement la radio.
C'est uniquement de la ça veut veille dire avait que c'est un raté. autre monde. C'est uniquement C'est la ce que radio, je veux donc dire, on est dans un autre monde. Et je pense monde. qu'on est dans des sociétés qui sont complètement différentes que celles qu'il a traversées. Donc une autorité à la De Gaulle aujourd'hui, je ne vois pas comment elle pourrait s'exercer de la même manière. Mais ça, c'est une réflexion personnelle. Et encore une fois, le patriotisme, Oui, Dominique Schnapper. Le patriotisme de Gaulle s'est exprimé dans des grandes circonstances. Et s'il n'y avait pas eu mai 40, et encore une fois, je pense qu'il n'aurait pas pu donner la mesure de ce qu'il a donné. Il y a un cas parallèle qui est celui de Churchill. Churchill était un homme politique qui avait eu des hauts, des bas et beaucoup de bas, et qui en 40 a révélé son génie, et en 45, les démocrates n'en ont plus voulu en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a eu ces moments-là font une rencontre avec des personnalités exceptionnelles que la vie courante de la démocratie ne favorise pas. Et dans la démocratie extrême dans laquelle nous vivons, encore moins qu'à l'époque. Nous vivons vraiment dans un autre monde, dans lequel le patriotisme, l'idée de nation, ont cessé d'avoir le sens que ça avait pour Mais vous, Christine Claire, qui avez côtoyé un peu certains écrits intimes, quel rapport avait De Gaulle avec l'autorité? Est-ce qu'il est... Il y avait d'abord, il en avait, je crois, naturellement. Oui, il avait ce fluide d'autorité. Et en plus, il avait énormément réfléchi. Jean-Pierre Chevènement a cité tout à l'heure ses écrits. Il a énormément réfléchi à l'autorité, à l'éloignement, à la distance. Bien entendu, on peut pas l'imaginer se laisser tutoyer ou mettre la main sur l'épaule. C'était difficile d'ailleurs vu sa taille, mais il y a des comportements. Il savait qu'on lui a reproché d'ailleurs cette distance, mais il savait qu'elle était nécessaire à l'autorité. Bon, il y avait toute une réflexion chez lui, fondée sur l'histoire, fondée sur les exemples. Je crois que c'est Serge Ravanel, oui. qui était chef FFI Oui. dans le Sud-Ouest, qui raconte que De Gaulle arrive à l'automne 44, septembre 44, il passe les troupes en revue, et avant de passer les troupes en revue, il engueule les officiers parce qu'ils sont mal fagotés. Oui, non, il n'était pas tendre. Et donc ils sont extrêmement déçus parce que pour eux, De Gaulle, c'était une icône. Et c'est un chef marmoréen et distant. Oui, la déception des résistants arrivant en France. À Londres, on en racontait des histoires sur le... Est-ce que vous pouvez, Dominique Schnapper, raconter un souvenir bref de Londres, puisque vous y étiez à l'époque, Oui, à la grande époque. En dépit de mon grand âge, je n'étais pas encore très âgé. Oui, donc mais je n'ai aucun souvenir personnel. J'ai le souvenir de l'atmosphère de Londres, avec de grands conflits à l'intérieur des Français libres, entre les Français libres et la résistance, ceux qui venaient de la résistance. Et donc la perspective rétrospective, il avait 2000 personnes en juin 40, et les Français repartaient, les Français qui s'étaient retrouvés là repartaient en France. Mais est-ce qu'on sentait un souffle de courage, d'intrépidité dans le Londres des années 40? Il y avait ceux qui partaient en mission, et ça c'était toujours très impressionnant parce qu'ils partaient, ils risquaient leur vie, et surtout ils bombardaient la France. Et beaucoup d'entre eux, ça je m'en souviens, beaucoup d'entre eux revenant décomposés parce qu'ils avaient lancé des bombes sur les villes françaises, sur les rails françaises. Alors il y avait cela, mais il y avait surtout beaucoup de conflits autour du général de Gaulle. Alors, avec vous, Christine Claire, il y a un point que je voudrais aborder. Dans sa vie et dans son exercice politique, De Gaulle s'est entouré de grands esprits, politiques, intellectuels, scientifiques, pour n'en citer que quelques-uns, Kessel, Bernanos, Cassin, Moulin, Malraux, Mauriac, Debré, etc. À distance, Raymond Aron, mais avec un peu de critique. Et aujourd'hui, à gauche, on trouve également le Chevènement, Régis Debray. Évidemment, vous êtes à droite ou au centre, comme vous voulez vous situer, Hervé Guémard. Vous êtes gaulliste. Bon. À votre avis, est-ce qu'il subsiste un héritage gaulliste? Parce que se dire gaulliste est une chose, mais concrètement, dans le politique, dans la vie intellectuelle, est-ce que vous diriez qu'il y a un héritage gaulliste? Et quel serait-il? De ce point de vue-là, je le cherche. Il y a des nostalgiques, des partisans, des passionnés. Héritage gaulliste, ça voudrait dire qu'un pouvoir aujourd'hui se conduirait selon cet exemple.
Alors, il fallait pas craindre la concurrence. De Gaulle ne la craignait pas. Il n'a pas craint de recevoir des grands esprits. Il n'a pas craint non plus de mettre des gens de valeur au pouvoir, parce que finalement, c'est lui qui a sélectionné et fait grandir Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, qui allaient le tuer. En gros, c'est cette éternelle tragédie antique de la Ve République. Bon, je n'en vois pas d'exemple semblable aujourd'hui. On ne promeut pas des gens qui sont capables ensuite de vous tuer, de vous succéder en ayant commencé par vous tuer. De même que les grands esprits, c'est vrai que la première chose qu'il fait, une des premières choses qu'il fait quand il rentre en France, c'était tout de suite d'essayer d'organiser des déjeuners, de rencontrer Malraux, qu'il ne connaissait pas. Et il propose à Bernanos d'être ministre de l'Éducation nationale. Il propose à Bernanos, qui fait revenir d'Amérique latine tout de même. Bernanos consent à revenir d'Amérique latine, mais bon, finalement pas être attelé à son char, comme disait. Oui, comme il disait. Sur ce... Mais lui, et il écrivait. Ensuite, moi, j'étais très frappée par toutes les lettres qu'il a écrites aux écrivains de sa main. Il lisait leurs textes. Alors, revenons au présent. Jean-Pierre Chevènement, est-ce que vous vous dites gaulliste vous-même? Je me dis républicain, mais je sais que De Gaulle a sauvé la République et qu'il incarne d'une certaine manière l'idée de la chose publique. Donc l'héritage de Gaulle, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il est dans le cœur de ceux qui comprennent que la France peut et doit continuer. Mais aujourd'hui, est-ce que ce legs d'un patriotisme incandescent a été réalisé auprès des jeunes générations? Je m'interroge et je réponds... Et vous-même, personnellement, vous vous dites gaulliste? Oui? Je peux le dire, oui. Vous pouvez le dire. Alors, je voudrais ponctuer cette émission sur un plan. Je vais vous le dire, Jean-Pierre Chevènement. Très bref, si vous voulez. Parce que je trouve ça assez piquant, sachant que Mitterrand écrivait De Gaulle, et qui est-il, Fourreur, Caudillo, et que toute la gauche a considéré. Oui, mais on ne peut pas ouvrir un débat là-dessus. C'est une exception. Jean-Pierre Chevènement est une exception. Mais il est exceptionnel. Mais vous savez, je comprenais ce que voulait dire De Gaulle dans les années 58-60. Et mon premier vote a été gaulliste pour l'élection du président de la République au suffrage universel. Ensuite, naturellement, j'étais de gauche par mes attaches familiales, mes racines, et j'ai voulu confectionner une offre politique qui correspondait à mon gaullisme latent, donner une base de gauche à la Ve République. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et d'une certaine manière, pour les institutions, la défense, la politique étrangère, c'était pas si mal vu. Hervé Guémard, je voudrais vous poser cette question. Vous avez ramené plusieurs livres sur le général de Gaulle. De Gaulle a écrit Le fil de l'épée, les mémoires de guerre, les mémoires d'espoir, etc. Est-ce qu'on pourrait en faire un meilleur usage à l'école? Est-ce que pourrait plus largement diffuser la pensée, les écrits du général de Gaulle dans l'histoire de France? De l'histoire de France. Il a été dans l'enseignement. Il était au programme de littérature il y a quelques années, avec des extraits des mémoires de guerre, qui d'ailleurs à l'époque ont soulevé quelques polémiques, qui je pense n'auraient pas lieu aujourd'hui. Par exemple, nous avons un partenariat très fructueux avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un ouvrage qui est sorti, qui s'appelle Enseigner de Gaulle. Nous avons sur le site de la Fondation des documents pédagogiques pour les professeurs d'histoire pour l'enseignement de Gaulle, mais qui dépasse De Gaulle, puisque c'est en fait la traversée du siècle, puisque De Gaulle a traversé le XXe siècle français. Bien sûr, il y a la guerre, il y a les institutions, il y a la politique économique et sociale, il y a la décolonisation, il y a la défense, il y a la politique extérieure. Donc en fait, c'est une bonne grille d'analyse du XXe siècle. Je vous entends bien, mais est-ce qu'on peut dire que De Gaulle est un écrivain? Ah bah sur ce sujet, j'en suis absolument convaincu. Okay. Et dès son premier livre de 1924, qui est peu connu, qui s'appelle La discorde chez l'ennemi, qui est une analyse des causes de la défaite allemande. Très bien. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas perdu les pédales en 1940, parce qu'il était en Allemagne quand l'Allemagne s'est effondrée en 18. Merci. Alors écoutez, c'est le moment de présenter une bibliographie. Alors on a beaucoup de livres à présenter. Jean-Pierre Chevènement, La France est-elle finie? Je crois que vous avez mis un point d'interrogation. Vous avez également un livre Passion de la France,
C'est presque un titre gaulliste, encore une fois. Mais j'y ai mis un sens christique. Un sens christique, voilà. Alors, non seulement on vous découvre gaulliste, mais on vous découvre également christique. Hervé Guémard, un livre fort intéressant, Un homme en guerre, je peux vous dire, c'est un reportage avec un Bernard Fall, un résistant dont l'histoire s'est malheureusement terminée Voilà, tragiquement. Bernard Fall fut un valeureux et j'ai voulu retracer sa vie et partir sur ses traces. Vous le faites très très bien. Je voudrais également signaler le discours amoureux du général de Denis Tillinac. Je vous conseille ce livre, vous l'avez lu, non? Vous l'avez lu? Vous l'avez lu. Formidable, oui. Dominique Schnapper, je vous le conseille, vous verrez, c'est un très beau livre et on trouve, évidemment, c'est un amoureux du gaullisme. Christine Claire, Adieu la France, pourquoi De Gaulle est parti? Vous le regrettez aussi. Ces derniers mois, oui. Ce sont ces derniers mois émouvants et que vous avez suivis à la fois comme journaliste et comme observatrice Pas comme journaliste, mais j'ai commencé après son départ. C'est une profession mais comme journaliste, honorable. en allant voir toute sa famille, oui. Alors Dominique Schnapper, de la démocratie en France, un livre intéressant où vous parlez justement des idées dont De Gaulle a illustré par son comportement et la politique, la République, la nation, la laïcité. C'est un livre, je crois, important. On parlait des générations, des jeunes générations, je crois que c'est très important. Vous avez quelques livres avec nous, est-ce que vous pouvez me les passer? Voilà, donc je ça vais c'est les montrer. ouvrages d'avant-guerre du général. Alors, les ouvrages d'avant-guerre du général, la discorde chez l'ennemi, vous voyez, à cette époque-là, je crois qu'il était... Il était pas encore colonel. Capitaine. Il était capitaine, effectivement. Jeune capitaine. Jeune capitaine. Il restera 12 ans dans le grade. Hein. Vous avez fait la préface d'un ouvrage important, La France et son armée, donc les idées du général de Gaulle sur l'armée. Non, c'est une histoire de France. C'est une histoire de France. Et j'ai retrouvé, c'est en postface, le texte qu'il a écrit sur l'histoire des troupes du Levant quand il était au Moyen-Orient, à Beyrouth et à Damas entre 29 et 31. Et alors évidemment l'incontournable, le fil de l'épée du général de Gaulle. Et là, vous avez également une présentation, Hervé Guémard, c'est publié chez Perrin. Écoutez, voyons. Et ça, c'est les actes d'un colloque. Les actes d'un colloque, défendre la France, l'héritage de Gaulle à la lumière des enjeux actuels. Donc un livre qui vient de sortir et qui est publié par la Fondation Charles de Gaulle. Écoutez, il me reste à vous remercier. On est un peu frustrés, on aurait pu poursuivre encore tant le personnage est à la fois historique et il est notre contemporain. Je voudrais remercier l'équipe d'LCP d'avoir permis et préparé et réalisé cette émission. Avant de vous quitter, je voudrais vous soumettre cette pensée de Germaine de Staël, la gloire et le deuil éclatant au bonheur.